Hajun était un perdant dégoûtant et transpirant qui passait tout son temps à regarder des résumés d'animés comme vous et vivait sa vie sans but ni amis. Un jour, il est transporté dans un autre monde avec toute sa classe où il pense devenir le héros le plus puissant. Mais malheureusement, même dans ce monde magique rempli de démons et de monstres, il reste un perdant complet sans la moindre bonne capacité. Il continue de faire de son mieux malgré tout, mais quelqu'un le trahit et il tombe dans la tanière la plus profonde et la plus dangereuse d'un donjon. C'est le moment où il craque et décide d'entrer dans son air de méchant, car il obtient un pouvoir obscur en consommant des monstres et apprivoise une créature très puissante pour l'aider à éliminer quiconque oserait s'opposer à lui, afin de se venger de ses intimidateurs. Avant tout cela, Hajime était super heureux lorsque lui et ses camarades de classe furent invoqués dans un autre monde par le dieu qui l'avait frappé. Le pape et le roi les saluèrent comme des héros qui sauveraient les humains de l'invasion de l'armée démoniaque. Mais tandis que d'autres obtenaient des classes de métier et des capacités géniales, Hajime s'avéra être un perdant dont la classe était transmutateur, ce qui signifie qu'il pouvait manipuler la forme des roches et des minéraux. À cause de cela, il est harcelé et détesté par la plupart de ses camarades de classe, mais il ne cesse d'essayer de les aider. Le seul réconfort qu'il a est son ami d'enfance Kari, qui a un faible pas si secret pour lui et le protège toujours. Un jour, alors qu'il traverse le donjon, un crétin glouton essaie de mettre la main sur des cristaux magiques, mais ce faisant, il active un piège qui téléporte tout le monde au 60e étage du donjon. Face à de puissants monstres qu'ils ne peuvent espérer vaincre, le commandant de la nuit tente de couvrir les héros. Cependant, il ne peut retenir les monstres seul, alors Hajime passe à l'action, créant un mur pour arrêter les monstres pendant que le commandant de la nuit met les étudiants blessés en sécurité. Une fois qu'Hajime a gagné assez de temps pour que tout le monde s'échappe, le commandant lui demande de battre en retraite. Pendant que tout le monde attaque les monstres et le couvre, Hajime court à toute vitesse vers ses amis quand une attaque le frappe soudainement et il est projeté du pont brisé. Hajime sait que l'attaque le visait avec l'intention de le tuer, mais il ne sait pas qui l'a tiré. À cause de la chute, il atteint la partie la plus basse du donjon, où les monstres sont bien plus féroces et dangereux que même les géants qu'il a vus plus tôt, et Hajime est mortifié en les voyant en action. Alors qu'il est encore secoué par la chute, un énorme monstre ours le repère. Il essaie de s'enfuir, mais le monstre lui arrache le bras et commence à le manger. Hajime, terrifié et blessé, commence à creuser une grotte en utilisant sa capacité de transmutation et parvient finalement à s'enfermer dans une grotte que le monstre ours ne peut atteindre. Il s'évanouit à cause de la perte de sang et de la douleur et se réveille pour trouver de l'eau qui goutte sur son visage. Au-dessus de lui se trouve un cristal sacré, la forme la plus pure de cristallisation de mana formée sur des milliers d'années, et l'eau qui en goûte est de l'eau bénite qui a la capacité de guérir les blessures et de lever les malédictions. Alors qu'Hajime commence lentement à assimiler sa situation, il devient complètement désespéré et dévasté. Cependant, lorsqu'il atteint son point le plus bas, quelque chose se brise, quelque chose en lui, et il décide de tout risquer pour retourner à la surface. La première chose qu'il fait est d'attirer un monstre loup à l'intérieur et de le tuer en utilisant un piège qu'il a créé grâce à ses capacités de transmutation. Il commence à manger la viande crue du monstre loup, mais elle n'est pas du tout compatible avec le corps humain. Hajime a l'impression que quelque chose le déchire de l'intérieur et dans un état de panique, il boit rapidement de l'eau bénite pour se soigner. L'ADN démoniaque à l'intérieur du monstre commence à modifier l'ADN d'Hajime. Son corps commence à gonfler tandis que ses cheveux blanchissent, mais il ne s'en rend pas compte à cause de la douleur. Ce n'est qu'après son réveil qu'il réalise les changements survenus dans son corps. Hajime vérifie immédiatement sa plaque de statut et constate que son niveau a augmenté grâce à la consommation de viande de monstre et qu'il a également acquis de nouvelles compétences. Non seulement cela, ses capacités de transmutateur se sont améliorées après avoir monté de niveau et il peut maintenant identifier le type de roches et de minéraux juste en les regardant. Grâce à cette nouvelle capacité, il découvre des roches très dures et des roches qui fonctionnent comme de la poudre à canon et crée un revolver entièrement fonctionnel et des munitions réelles en utilisant ses capacités de transmutateur. Il réussit à tuer un monstre lapin d'un seul coup de pistolet, puis mange sa viande pour gagner plus de niveau et de compétences. Avec ses nouvelles capacités, Hajime va affronter le monstre ours pour une revanche. Il esquive les attaques de l'ours grâce à sa mobilité supérieure et lui tire dessus avec une arme. Mais l'ours est aussi très agile. Hajime est projeté au sol, puis il utilise une grenade flash pour aveugler l'ours et lui arrache le bras en lui tirant dessus. Il mange le bras puis boit de l'eau bénite pour neutraliser la malédiction avant d'étourdir le monstre avec la foudre et de lui tirer une balle dans la tête pour en finir. Bientôt, Hajime commence à se déplacer dans les profondeurs du donjon, mangeant les monstres qu'il chasse et neutralisant leur malédiction avec de l'eau bénite tout en créant des balles et d'autres outils avec ses capacités. Bientôt, il arrive à la salle du boss, mais son immense porte nécessite 3 orbes pour être ouverte. Hajime essaie d'utiliser ses pouvoirs de transmutation pour ouvrir la porte, mais il ne reçoit qu'un choc et active les monstres cyclopes géants gardant la porte. Hajime tue immédiatement un monstre alors qu'il se libère en lui tirant dans l'œil, mais l'autre monstre lui donne du fil à retordre. Cependant, il déjoue le monstre en l'attaquant constamment puis en se plaçant derrière lui, lui donnant une chance de l'abattre d'une balle dans l'œil.
Il extrait 2 cœurs magiques des monstres, ce qui est suffisant pour ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, Hajime y trouve une loli blonde scellée dans une salle très sinistre et d'apparence ancienne. Avec sa nouvelle personnalité de mâle Sigma, Hajime ignore la créature et commence à s'éloigner même si elle le supplie de la sauver. Il affirme qu'il n'est pas assez stupide pour la libérer car elle doit être assez dangereuse si quelqu'un l'a scellée ici. Cependant, lorsque la fille lui dit que quelqu'un l'a trahi, il s'identifie à elle et lui demande de lui raconter toute l'histoire. La fille lui dit qu'elle était en fait la princesse du royaume des vampires, mais que son oncle et les ministres l'ont trahie pour voler un trône. Comme elle possède d'incroyables pouvoirs de régénération, elle est pratiquement immortelle et c'est pourquoi les traîtres l'ont scellée ici. Hajime fait confiance à ses paroles et brise sa prison en utilisant ses capacités de transmutation. Une fois la créature libérée, elle remercie Hajime et il lui demande de se présenter. Elle lui demande de lui donner un nouveau nom car elle a oublié l'ancien. Hajime la nomme Yu et la créature est si ravie qu'elle le serre dans ses bras. Soudain, des pointes volent vers eux, transperçant le dos d'Hajime et il tombe au sol hurlant de douleur. Il retire les pointes pour se soigner, puis verse de l'eau bénite pour guérir ses blessures. Il lève les yeux pour trouver un monstre scorpion hideux qui était posté ici pour tuer quiconque tenterait de libérer la princesse vampire. Hajime porte Yu sur son dos tandis qu'il évite les attaques du monstre tout en tirant constamment sur lui, mais la carapace épaisse du monstre ne peut être percée par les petites balles. Ne voyant pas d'autre choix, Yu descend et mord soudainement le cou d'Hajime, aspirant son sang pour retrouver de la puissance. Elle utilise ensuite une puissante boule de feu bleu pour infliger des dégâts massifs au monstre, mais s'épuise également dans le processus. Hajime lui demande de le faire juste une fois de plus et tire à l'endroit exact où les 2 boules de feu ont frappé, endommageant les organes internes du monstre et le tuant. Il commence ensuite à découper sa viande tout en discutant avec Yu que les vampires ont disparu il y a 300 ans, ce qui signifie qu'elle doit absolument avoir plus de 300 ans. Hajime lui demande ensuite où se trouve la sortie du donjon, mais elle n'en a aucune idée. Cependant, elle sait qu'il a été construit par l'un des francs-tireurs, les messagers des dieux qui se sont rebellés contre eux, ont perdu la bataille et se sont réfugiés dans les donjons qu'ils avaient bien créés. Yu a entendu dire que les francs-tireurs résident au fond des donjons, et Hajime croit que s'ils les trouvent, ils pourront retourner à la surface. Avant cela, il analyse la carapace du monstre et l'utilise pour créer une arme et des munitions plus puissantes. Ensuite, lui et Yu se dirigent vers la partie la plus profonde du donjon et il lui raconte comment il s'est retrouvé ici. Yu verse des larmes en entendant son histoire et ils commencent à tisser des liens en passant du temps ensemble. Bientôt, ils rencontrent des monstres T-Rex manipulés par une fleur parasite sur leur tête. Hajime sème les monstres et trouve une grotte où se trouve la source des fleurs parasites. Soudain, Yu commence à attaquer Hajime car elle aussi est tombée sous le contrôle de la fleur parasite mère. Hajime se défend tant bien que mal contre toutes ses attaques sans riposter, mais quand Yu lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle et de tirer, il ne perd pas une seule seconde et tire sur la fleur sur sa tête pour la libérer du parasite. Il tue ensuite la fleur parasite mère, mais Yu était maintenant en colère et il lui avait vraiment tiré dessus quand elle le lui avait dit. Plus tard, il mange la viande des monstres tandis que Yu rampe séductrice vers lui, se léchant les lèvres car elle est devenue accro à son sang. Après s'être reposés, ils descendent, arrivant finalement à la porte du dernier boss. Ils entrent par la porte richement décorée et trouvent une magnifique salle avec de gigantesques piliers de cristal. Ils sont accueillis par une hydre à 6 têtes qui semble être le monstre boss du donjon. Les différentes têtes des monstres lancent des attaques de glace, de feu et de poison, mais Hajime et Yu parviennent à les abattre. Cependant, la tête blanche au centre a des pouvoirs de guérison et le reste des têtes redevient immédiatement normal. Hajime décide d'abattre la tête blanche en premier, mais la tête jaune agit comme un bouclier et la défend. Hajime et Yu continuent d'attaquer, mais ils ne font pas beaucoup de progrès. Soudain, la tête noire se retrouve face à Yu et lui montre un cauchemar dans lequel Hajime ne l'a jamais libérée et l'a laissé coincée dans son seau. Elle perd son équilibre mental en voyant ce rêve, mais Hajime entend son cri et la sauve avant que le serpent noir ne puisse la manger. Il la met en sécurité et la réveille, mais Yu est toujours terrifié à l'idée qu'Hajime l'abandonne. Pour prouver qu'il ne le fera pas, Hajime l'embrasse soudainement et dit qu'ils vont vaincre le monstre puis rentrer chez eux ensemble. Ils reprennent le combat et Yu affronte le monstre seul, surmontant l'attaque mentale du serpent noir en pensant au baiser. Elle lance une puissante attaque sur l'hydre tandis qu'Hajime se faufile derrière pour l'attaquer. Son revolver ne fait pas assez de dégâts, alors il décide d'essayer sa nouvelle arme. Il attend que les têtes blanches, noires et jaunes s'alignent, puis les pulvérise toutes les 3 d'un seul coup de son canon électromagnétique. Yu élimine les 3 têtes restantes avec une puissante magie de foudre et tombe au sol d'épuisement. Hajime baisse également sa garde, mais à ce moment précis, la 7e tête secrète du monstre surgit et attaque Yu. Hajime lui sert de bouclier et subit de graves dégâts du souffle empoisonné du monstre. Yu panique en voyant cela et elle traîne Hajime en sécurité au milieu de l'attaque imprudente du monstre. Elle lui donne fiole après fiole d'eau bénite par la bouche, mais il ne se réveille pas.
Dans un effort désespéré pour le sauver, Yu prend son pistolet et se précipite vers l'hydre pour la vaincre seule. Cependant, la petite arme ne peut faire aucun dégât et elle est repoussée. Yu commence à pleurer en pensant qu'ils vont tous les deux mourir ici, mais ses larmes réveillent Hajime. Il la sauve du souffle explosif de l'hydre et continue d'esquiver la pluie de ses attaques. Il lui demande de boire son sang pour reconstituer sa magie, puis affronte l'hydre seul pour lui laisser le temps de préparer une puissante attaque. Il esquive toutes les attaques de l'hydre, puis fait s'effondrer le plafond sur elle à l'aide d'une grenade. Il la poignarde de partout avec des pointes de roche, puis Yu porte le coup de grâce avec une gigantesque boule de feu qui anéantit l'hydre. Hajime et Yu sont tous deux trop épuisés maintenant et ils s'allongent sur le sol, blottis l'un contre l'autre. Peu après, Hajime se réveille dans un lit confortable avec Yu blotti contre lui. Il réveille Yu avec un choc électrique et apprend qu'après qu'il ait perdu connaissance, les portes au bout de la chambre du boss se sont ouvertes. Elle l'a amené à ce lit et a aidé à soigner ses blessures avec de l'eau bénite et a également nettoyé son corps. Il trouve des vêtements à proximité et les porte avant d'explorer où il se trouve. Même s'ils sont dans la partie la plus profonde du donjon, il semble bien éclairé et il n'y a même pas de plantes. Ils arrivent à une immense demeure et trouvent une pièce avec un squelette assis sur un trône et un cercle magique au sol. Hajime sent que cela pourrait être leur ticket de sortie, mais il ne peut pas prendre trop de risques, alors il entre seul dans le cercle magique. Le cercle magique s'active et soudain, un hologramme du franc-tireur qui a créé le donjon émerge du squelette et délivre un message enregistré pour les braves gens qui ont surmonté le donjon. Le franc-tireur révèle certaines vérités du monde et leur guerre avec le dieu, puis donne à Hajime son pouvoir, lui demandant seulement de ne pas l'utiliser pour le mal. Il disparaît avec cela, et soudain Hajime ressent une douleur lancinante et aiguë dans sa tête alors que le savoir du franc-tireur afflue dans son cerveau. Il venait d'obtenir la magie ancienne appartenant à l'âge des dieux, appelée magie de création, et elle lui permet de fabriquer des artefacts. Il enterre le corps du franc-tireur, puis utilise son anneau pour accéder à tout dans la tanière. La tanière est également pleine d'artefacts anciens et de connaissances introuvables ailleurs, et Hajime prend son temps pour accéder à tout. Il se crée un bras prothétique et expérimente même la création de voitures fonctionnant à la magie. Pendant ce temps, il se rapproche de Yu et ils entament une relation. Finalement, après 2 mois à rassembler tout ce qu'il peut de précieux dans la tanière, Hajime décide qu'il est temps de retourner à la surface afin qu'il puisse se diriger vers d'autres donjons et obtenir plus de types de magie ancienne. Avec cela, Hajime utilise l'anneau du franc-tireur et se téléporte hors du donjon. Juste à la sortie du donjon, une fille lapin aguicheuse fuyait un monstre T-Rex à 2 têtes et elle prie pour que quelqu'un la sauve. Soudain, Hajime et Yu sortent de la sortie et la fille lapin réalise immédiatement qu'ils peuvent l'aider. Alors qu'Hajime et Yu célèbrent leur liberté, la fille lapin court vers eux disant qu'elle les attendait. Hajime décide de l'ignorer mais elle s'accroche à lui, le suppliant de sauver sa tribu. Hajime n'a toujours aucune intention d'interférer, mais à ce moment-là, le dino à 2 têtes l'attaque. La fille lapin le prévient que c'est dangereux, mais il l'abat facilement. Après cela, il décide de respecter la détermination de la fille, qui refuse de le laisser partir même quand il pointe son arme sur elle et lui demande ce qu'elle veut. La fille lapin se présente comme Shia, membre de la tribu des lapins. Elle est une exception parmi les hommes bêtes car elle possède la capacité spéciale de voir les futurs potentiels. À cause de cela, la communauté des hommes bêtes a exilé la tribu des lapins, qui est maintenant attaquée par un puissant ennemi et elle veut les sauver. Hajime ne veut rien avoir à faire avec elle, mais grâce à sa capacité de prescience, elle a vu qu'il les aiderait. Elle propose de le guider à travers la forêt jusqu'au prochain donjon qu'il prévoit de visiter et Yu décide d'emmener la fille lapin avec eux. Bien qu'il soit clair qu'elle n'obtient ni respect ni compassion de leur part. Hajime monte sur sa moto avec les 2 filles et se précipite pour sauver la tribu des lapins qui est attaquée par des monstres dinos volants. Hajime utilise Shia comme appât et la lance dans le ciel pour attirer les dinosaures près de lui afin de pouvoir s'en occuper rapidement. Shia crie qu'il est trop brutal avec elle, mais Hajime s'en fiche. Il aide son clan en les alliant à d'autres espèces d'hommes bêtes par la force ou la diplomatie, mais ensuite ils commencent à lui demander de leur apprendre à se défendre. Hajime essaie de leur apprendre à se battre, mais ils sont trop timides pour blesser la moindre créature vivante et se laissent distraire par chaque chose mignonne. Furieux de cela, Hajime menace de les tuer s'ils ne tuent pas de monstres. D'un autre côté, elle continue de s'entraîner avec Yu afin de prouver sa valeur à Hajime. Grâce à sa magie d'amélioration physique, elle possède la force brute d'un monstre et parvient à laisser une égratignure sur le visage de Yu. Une fois qu'elle y parvient, Shia demande à Hajime de l'emmener avec lui dans son voyage. Il lui demande pourquoi elle veut cela et Shia rougit en disant qu'elle l'aime. Il est un peu effrayé par cela, mais à ce moment-là, les membres de la tribu des lapins arrivent et ils sont maintenant devenus des accros à la violence sous le commandement d'Hajime.
Après cela, ils conduisent Hajime à une entrée de donjon spécial, profondément enfouie dans la forêt brumeuse, mais pour l'ouvrir, il a besoin de reliques de 3 autres donjons. Il décide de quitter la forêt dès le lendemain, et cette nuit-là, elle convainc Yu d'accepter de l'emmener avec eux, promettant qu'elle sera d'une grande aide. Le lendemain, Yu dit à Hajime qu'il devrait emmener la fille lapin avec eux. Et même s'il la prévient des dangers de leur voyage, elle reste inébranlable car elle croit que si elle reste auprès d'Hajime et travaille assez dur, il pourrait lui rendre ses sentiments affectueux. Ils partent en voyage avec cela, la chance particulière de Chia les aidant à trouver un donjon caché au fond d'un canyon. Ils entrent dans le donjon guidés par la voix espiègle du franc-tireur qui a aménagé cet endroit. Ils découvrent que leur utilisation de la magie est limitée dans le donjon, ils doivent donc compter sur la force brute de Chia pour éviter les divers pièges. Finalement, ils arrivent à la salle du boss et les énormes armures alignées de chaque côté de la pièce s'activent pour les combattre. Lui et Chia se précipitent et les vainquent, et Yu les soutient en utilisant un canon à eau compressée. Ils parviennent à dépasser toutes les armures et sautent sur un cube flottant qui les emmène dans un espace étrange, où ils trouvent le boss du donjon. C'est une énorme armure vivante avec la conscience du franc-tireur qui la dirige. L'armure sait qu'Hajime et son groupe ont déjà terminé un donjon, alors elle lui demande pourquoi il veut terminer plus de donjons et obtenir la connaissance de la magie ancienne. Hajime lui dit que le dieu de ce monde l'a invoqué de force dans ce monde et qu'il veut tout le pouvoir du monde afin de pouvoir retourner sur Terre. Le franc-tireur dit qu'il a sa sympathie mais qu'elle ne va pas l'aider. En réponse, Hajime ouvre immédiatement le feu sur elle avec Chia qui le soutient. Mais l'armure est incroyablement résistante et son lance-roquette ne fait qu'une légère entaille. Ensuite, le franc-tireur les attaque en faisant pleuvoir d'énormes blocs de roche sur eux, et Hajime ne peut pas tous les faire exploser. Alors il attrape les filles et continue de sauter par-dessus les blocs. Il atteint l'arrière de l'armure vivante et lui tire un grappin, l'utilisant pour s'approcher et tirer à bout portant. Cette attaque parvient à projeter l'armure au sol, puis Yu utilise toute sa puissance pour geler l'armure sur place. Hajime sort sa dernière arme, un bélier avec un pouvoir de perforation incroyable et essaie de transpercer l'armure avec, mais sa puissance magique n'est pas suffisante. Cependant, Yu compte sur Chia pour porter le coup final et elle enfonce la tige de fer dans l'armure pour la pousser profondément à l'intérieur et atteindre le noyau. Le blindage soudainement cesse de fonctionner et Hajime et Yu chient. Soudain, ils sont interrompus par la voix du Maverick qui utilise ses dernières bribes d'énergie pour parler à Hajime. Elle le prévient des ennemis puissants qu'il pourrait rencontrer dans le futur et lui dit qu'il n'a pas le choix d'être un tueur de dieu un jour. Elle souhaite à Hajime tout le meilleur sur sa quête alors que son âme quitte l'armure géante. La porte du repère du Maverick s'ouvre avec cela et quand Hajime et son groupe arrivent là-bas, ils sont surpris de trouver que le Maverick avait encore une clone avec sa conscience derrière. Ils frappent le clone avant que le Maverick ne leur donne les connaissances de la magie gravitationnelle, mais seulement Yu est compatible avec elle. Hajime commence ensuite à secouer le clone pour exiger ses trésors, et en colère, le clone tire une corde qui provoque que le lac se remplit d'eau. Hajime et les 2 filles sont emportés par le courant et éjectés hors de l'eau d'un lac voisin, et arrivent à l'auberge de la ville pour chercher refuge. Le lendemain, ils sont convoqués par le chef de la guilde des aventuriers, qui a entendu parler d'eux qui ont traversé le canyon dangereux tout seul. Il a une demande de travail pour Hajime, qui ne veut pas la prendre, mais le chef de la guilde lui demande au moins d'écouter. Il révèle que le fils d'un comte est entré dans les montagnes avec son groupe d'aventuriers, mais ils ont disparu et il veut que le groupe de Hajime les ramène en toute sécurité. Hajime n'est pas intéressé au début, mais accepte sous la condition que la guilde le soutiendra quand il aura besoin d'aide. Avec cela, il monte à vélo dans la petite ville au pied des montagnes, sans savoir que son groupe de camarades travaille moins dur là-bas, sous la direction de leur professeur Eiko, qui a le titre de fermier, ce qui la rend extrêmement précieuse pour le royaume. Après la mort de Hajime, elle réussit à négocier avec le roi de ne pas envoyer ceux qui ne peuvent pas combattre sur la ligne de front, et ils rejoignent son groupe pour rendre le royaume autonome en nourriture. Pendant que Aiko et les étudiants déjeunent, Hajime et son groupe entrent dans la même auberge. En les entendant discuter bruyamment, Eiko reconnaît la voix de Hajime et court vers sa table. Il panique en la voyant là et appelle son professeur, ce qui révèle qu'il est Hajime malgré son apparence changée. Eiko est émotive en le voyant et se colle à lui, demandant de savoir tout ce qui lui est arrivé. Ryu lui dit de se calmer, puis tout le monde commence à manger rapidement du curry et du riz, tandis que Hajime essaie d'éviter les questions de son professeur. Juste alors, le magicien raciste qui escorte Aiko et les autres arrive et commence à insulter Shi pour partager une table avec des humains où elle est une faible créature. Hajime immédiatement tire son bras avec un blanc comme avertissement et lui dit qu'il tirera vraiment la prochaine fois. Le reste de ses camarades regardent par la fente et se demandent de comment le timide Hajime a changé tant en apparence qu'en personnalité. Après le déjeuner, Hajime dit à Eiko et les autres qu'il n'a pas l'intention d'intervenir dans leurs affaires et qu'il ne veut pas qu'il fouine dans ses affaires. Il prend congé avec cela, laissant Aiko frustré qu'il ne veuille pas discuter correctement avec elle. La nuit, Jin s'infiltre dans la chambre d'Eiko pour parler en privé, car il ne voulait pas que d'autres entendent la vérité plus tôt.
Il lui dit que très longtemps auparavant, le monde était rempli de guerres entre les humains, les démons, les créatures de la forêt, et la situation était pire que maintenant. À cette époque, certains ont réalisé la vérité que God Hit incitait la guerre comme un moyen de divertissement. Enragés, les gens se sont unis pour arrêter Hit et les guerres, mais ils ont échoué et ont été traqués un par un. Ils ont été étiquetés comme les Mavericks et les survivants ont créé des donjons et des épreuves pour transmettre leur pouvoir, leurs connaissances et leur objectif à des individus dignes. Hajim dit à Eiko qu'il n'a pas l'intention de combattre le dieu de ce monde et qu'il veut simplement rentrer chez lui. Il respecte Eiko et sait qu'elle veut également ramener tout le monde dans leur monde et il propose de la prendre quand il trouvera un moyen. Hajim commence à partir, mais avant de partir, il lui demande de prévenir Kovri et les autres d'un traître dans leur groupe, révélant qu'il n'est pas tombé par hasard dans le donjon, mais qu'on l'a tiré exprès. Il sort de la pièce avec cela, laissant Eiko très nerveuse. Le lendemain, lorsque Hajim et les filles sont sur le point de partir pour leur mission, elles trouvent Eiko et les autres qui attendent pour venir les aider. Hajim ne peut pas argumenter contre son professeur pendant longtemps, donc il décide de prendre tout le monde avec lui dans la Jeep. Sur le chemin, Eiko raconte à Hajim qu'un autre étudiant est parti il y a quelques jours et qu'elle s'inquiète maintenant pour lui. Elle tombe soudainement endormie sur l'épaule de Hajim, ce qui fait jalouse Yu et Shi. Une fois qu'ils atteignent la base des montagnes, Jun libère quelques drones de surveillance qu'il a créés. Il obtient les images en temps réel des drones grâce à son œil de pierre magique et va vérifier, trouvant un grand cratère avec des signes de combat et de grandes empreintes de pattes. Il monte les montagnes et trouve le fils du comte dans une grotte cachée derrière un cascade. Il le réveille et l'enfant commence à pleurer et à se plaindre qu'il est le seul survivant et que le reste de son groupe a été tué par le dragon noir. De toute façon, Hajime le sauve et commence à retourner vers la ville quand soudainement le dragon noir attaque. Hajim sort une lourde bouclier pour protéger contre la respiration explosive du dragon, puis Yu attaque avec sa boule de feu bleu. Elle frappe aussi avec sa massue, mais le dragon est bien trop résistant. Il parvient à pousser la fille en arrière et même les armes de Yun n'ont aucun effet sur lui. Le dragon attaque le fils du comte, mais Yu parvient à le sauver. Le reste de ses camarades tentent de le soutenir, mais Hajun leur dit de rester derrière Yu pour ne pas se mettre en travers de sa route. Il bloque d'abord la respiration explosive du dragon avec un railgun, puis lui donne un coup de poing dans le ventre. Le dragon continue de lutter, donc Hajun utilise son pile driver sur lui, puis Shi termine le travail avec un coup de massue lourd. Le dragon tombe inconscient, mais Hajime n'est pas encore fini avec lui. Il décide de le réveiller en attaquant le seul endroit de son corps qui n'est pas protégé par des écailles solides. Il prend la grande barre de fer et soudainement la pousse dans le cul du dragon. Et soudainement, le dragon commence à crier d'une voix féminine, demandant à être doux avec elle. Hajime réalise qu'elle est en réalité une Dragonborn et non une vraie dragonne, et elle confirme. Elle supplie Hajim de retirer la barre de derrière elle parce qu'elle a perdu toute sa mana, et elle va se transformer en humaine d'un instant à l'autre, donc elle va mourir si la barre reste coincée là. Hajim refuse de le faire avant d'avoir des réponses de sa part, et la Dragonborn lui dit qu'elle était en train de se reposer dans les montagnes, quand soudainement, un homme habillé d'une robe noire est venu vers elle et lui a lancé une forte magie de contrôle mental. Elle a été privée de sa volonté libre et finit par attaquer le fils du comte et son groupe. Le fils du noble ne croit pas à ses paroles, mais Yu le fait car elle sait que les Dragonborn sont une race honnête et fière et ils ne mentent pas. Elle lui dit de ne pas la tuer parce qu'elle n'est pas vraiment leur ennemi. La Dragonborn demande ensuite à Hajim de retirer la barre de derrière elle, et Hajim commence à la retirer grossièrement. Cependant, cette sensation éveille un fétichisme chez la Dragonborn, et juste après qu'elle est sortie, elle hurle de plaisir en se transformant en forme humaine. Elle se présente comme Tio et révèle que le magicien noir qui l'a contrôlé est en train de former une armée de monstres, utilisant lesquels il prévoit d'attaquer les villes voisines. Hajin confirme cela avec ses drones et trouve qu'il y a plus de 60 000 monstres dans l'armée, mais leur contrôleur n'est nulle part à voir. Eiko pense qu'ils doivent informer la ville immédiatement, et le fils du comte demande à Hajime s'il ne peut rien faire à ce sujet. Il répond que même s'il le voulait, il ne pourrait pas affronter autant de monstres en même temps. Il commence à marcher, mais alors Tio commence à parler de comment il a violé son corps, et lui a fait prendre conscience de ce que le plaisir véritable est. Hajim est furieux contre elle, mais son regard glacial l'excite aussi. Dans sa colère, il commence à la tirer loin, mais elle rigole de lui parce que Taehyo est devenue une véritable sadique et elle aime vraiment être maltraitée par lui. Une fois qu'ils sont arrivés à la ville, Eiko parvient à convaincre Hajim de les aider. Avec l'aide des hommes de la ville, Hajim crée des murs et des obstacles, tandis que ses camarades aident tout le monde à évacuer. L'armée de monstres arrive à leur porte avant le lever du jour, et Hajim mène les habitants de la ville dans le combat acharné. Il leur donne un discours de motivation et établit Eiko comme la déesse de l'agriculture, affirmant que leur victoire est garantie car ils ont Eiko de leur côté et les habitants de la ville sont motivés. La bataille commence lorsque Hajim tire sur les ennemis en premier, puis les autres filles se joignent à lui. Elles tirent des roquettes, Taeo crée une tornade de flammes sombres, et Yu utilise un puissant sort de foudre pour abattre rapidement les monstres. Hajim court bientôt à court de munitions pour son mitraillette, et même Taeo court bientôt à court de mana.
Yu n'a pas beaucoup de mana en réserve non plus, donc Hajime décide de prendre Shi et d'attaquer rapidement le manipulateur principal. Yu leur fournit un feu couvrant avec un puissant sort de foudre et ils montent à moto pour atteindre les ennemis rapidement. Ils parviennent à abattre les monstres les plus puissants de l'armée, ce qui fait paniquer le commandant. Il essaie de fuir, mais Hajime tire sur sa monture et le traîne de nouveau vers la ville. À la grande surprise de tous, le manipulateur principal est l'étudiant disparu appelé Shumizu, qui a conclu un contrat avec un démon pour obtenir du pouvoir afin de devenir un héros grandiose. En échange de ce pouvoir, il devait tuer Eiko, car elle était un atout plus important pour les humains que les héros. Malgré tout ce qu'il a entendu, Eiko essaie de le ramener sur le droit chemin, mais il utilise cette opportunité pour la faire prisonnière. Il pointe une aiguille empoisonnée sur elle et leur dit de reculer ou il la tuera. Juste alors, elle sent quelque chose et bondit vers eux. Dans la panique, Shimizu pénètre Eiko et elle est touchée par un attaque dirigée vers Shimizu et Eiko. Ajun remarque l'assaillant volant loin et tente de tirer dessus, mais c'est inutile. Il court pour aider les filles et lui donne de l'eau sainte avec un baiser pour la guérir rapidement. Pendant ce temps, Yu guérit aussi Shi. Maintenant, seul Shimizu saigne par terre et Eiko demande à Hajime de le guérir malgré tout ce qu'il a fait. Hajime demande à Shimizu s'il est son ennemi et il dit que non. À l'entente de cela, Hajime tire instantanément sur lui, disant qu'il a senti une mentir dans sa réponse. Eiko est dévasté de voir son élève mourir et Hajime lui dit qu'il ne pardonnera à personne qui essaiera de lui faire du mal. Il s'éloigne avec cela et sur le chemin du retour, elle et Yu comprennent que Hajime a tué Shumizu pour que Eiko ne se blâme pas et puisse continuer à travailler comme professeur idéal. Bientôt après cela, Hajime livre le fils du comte au chef de la guilde et fait fabriquer des plaques d'aventuriers dorés pour tout son groupe. La nuit, alors qu'il repose dans une auberge, Hajime remarque soudainement des personnes qui les surveillent. Il déclare qu'il tuera n'importe qui est son ennemi, même s'il s'agit d'un dieu. Ces mots rappellent à Taeo son enfance quand son père mourant lui avait dit que le dieu était leur véritable ennemi et qu'un jour quelqu'un monterait en puissance pour vaincre le dieu et mettre fin à ses façons maléfiques. Donc quand elle entend parler des dieux qui ont appelé des humains d'un autre monde, Tayo part les chercher, espérant trouver quelqu'un qui l'aiderait à accomplir son objectif de vaincre Dieu. Le lendemain matin, Hajime emmène Shi sur une date comme récompense pour son dur travail lors de leur dernière mission. Ils arrivent à un aquarium où ils rencontrent un poisson parlant appelé Lee et ils tombent immédiatement bien. Hajime apprend que Lee a été capturé par des humains alors qu'il faisait simplement son travail, donc il décide de le libérer. Lee le remercie puis lui dit qu'il y a une pauvre fille merfolk qui est vendue en esclavage. Pendant qu'ils se promènent ensemble lors de leur date, Hajime sent une présence faible venant des égouts, donc il entre et trouve la fille merfolk qui s'est échappée des trafiquants d'esclaves. Hajime et Shi la conduisent dans une cabane près de la rivière, où Shi l'aide à se nettoyer puis à manger. Hajime achète des vêtements pour elle en même temps et apprend qu'elle s'appelle Miu, qui a été séparée de sa mère dans la mer et que des trafiquants d'esclaves l'ont capturée. Comme les merfolk sont une espèce protégée de créatures de la forêt, Hajime décide de la laisser avec les gardes, bien qu'elle veuille rester avec lui. Cependant, juste avant qu'ils s'éloignent des postes des gardes, ils entendent une grande explosion. Ils se précipitent vers la scène pour trouver que les gardes ont été tués par les trafiquants d'esclaves et maintenant ils exigent que Hajime apporte Shi à eux s'il veut que la fille merfolk vive. Maintenant les choses sont personnelles et Hajime décide de rencontrer les trafiquants d'esclaves avec toute sa force. Il et Shi commencent à traquer les trafiquants d'esclaves et ils finissent par tomber sur Yu et Tio qui étaient en train de boire du thé ensemble. Après avoir expliqué la situation à Hajime, elles se dispersent et commencent à tuer tous les gens impliqués dans le commerce d'esclaves tout en rassemblant des informations d'eux. Inconscient de cela, le chef des trafiquants d'esclaves sort Mu pour une vente. Et comme il est sur le point de frapper pour ne pas sourire, Hajime arrive là et le tue. Il libère Mu qui s'accroche immédiatement à lui. Il la transporte dans les airs et lui montre toutes les caches des trafiquants d'esclaves étant détruites d'un seul coup par la magie puissante de Yu. Yu emmène Mu rencontrer les autres filles. Mu est émue en étant consolée par Yu, puis elle remercie Yu, l'appelant papa. Hajime essaie de lui dire qu'il n'a que 17 ans, mais Miu ne s'en soucie pas car elle n'a pas de père, et maintenant Hajime doit jouer ce rôle. Cela motive toutes les filles de Hajime, et maintenant elles veulent aussi avoir ses enfants. Bientôt après cela, Hajime et son groupe arrivent à la ville des donjons, où il a commencé sa descente dans les donjons, et cela lui rappelle des souvenirs terribles. Il va à la guilde des aventuriers et donne une lettre de recommandation au chef de la ville des donjons précédente. Juste alors, l'un des camarades de Hajiang court dans le bureau du maître de guilde, demandant de l'aide. Il hurle qu'il y a un démon dans le donjon et tout le monde est en danger. Haji le reconnaît et en entendant sa voix, l'enfant aussi le reconnaît.
Il est étonné de voir à quel point il a changé et pense que s'il a survécu au fond du donjon, il peut sauver leurs camarades qui combattent un démon en ce moment. Il explique comment leur équipe est arrivée au 90e étage du donjon, où ils ont rencontré une fille démoniaque rouquine qui était incroyablement forte. Elle a dit à son chef Kao de venir à son aide, mais il a refusé et l'a attaqué. Cependant, elle avait tous les monstres du niveau sous son contrôle et elle pouvait non seulement cacher leur présence complètement, mais elle pouvait aussi guérir instantanément tous les dommages qu'ils recevaient. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre issue, le chef de classe a envoyé l'assassin à la surface pour qu'il puisse revenir. L'assassin court aussi vite qu'il peut et arrive devant le commandant des chevaliers, Meld, qui garde le point de téléportation au 70e étage. Le commandant le protège des monstres qui le poursuivent ici et lui dit de courir à la surface et d'appeler du renfort, ce qui conduit l'assassin à venir à la guilde des aventuriers. Il supplie Eiji de sauver leurs amis, mais il lui dit clairement qu'il ne considère personne comme son ami. Ils sont juste des inconnus qui partagent le même pays que lui. Cependant, alors que l'assassin continue de supplier Eiji de les aider, les visages de Kare et d'autres, qui sont ses amis bien-aimés, apparaissent dans l'esprit de Hajime et il accepte de les aider. De son côté, dans le donjon, la démoniaque rouquine force les étudiants dans un coin et même blesse mortellement le commandant des chevaliers qui vient les sauver. Furieux de voir Mel blessé, le héros Kao charge la démoniaque en fureur. Il parvient à lui infliger un coup mais hésite car il n'a jamais tué une personne avant. Parce que cela, la démoniaque le repousse et la deuxième personne la plus forte de la classe, Shizu, prend la responsabilité de combattre la démoniaque elle-même. Bien que plus déterminé à tuer ses ennemis, Shizu ne peut pas faire face à plusieurs monstres forts en même temps et se faire sérieusement blesser. Kaori court pour sauver Shizu car elle est sa meilleure amie et une fille blessée lance un bouclier pour les protéger des attaques des monstres. Quand il semble qu'ils ne peuvent pas gagner, le plafond au-dessus d'eux s'effondre soudainement et une poutre d'acier transperce les monstres, les achevant d'un seul coup. Hajime fait son entrée parmi les fumées et les débris et Kaori reconnaît immédiatement Hajime sans aucune indication. Shuzu est confuse par ce tournant soudain, mais Hajime lui dit qu'il lui expliquera plus tard. Juste alors, U tombe du ciel et Hajime la prend dans ses bras et elle utilise sa magie pour assurer à tous le reste qu'ils atterrissent en toute sécurité. Ils sont entourés de monstres de chaque côté, donc Hajime demande aux filles de protéger ses camarades et les chevaliers pendant qu'ils gèrent la démoniaque et les monstres. Il demande à la démoniaque de reculer car il ne veut pas créer de nouveaux ennemis, mais elle n'a pas l'intention de le faire. Elle essaie d'attaquer Hajime en cachant ses monstres avec la magie, mais il peut facilement les détecter avec son sens de niveau monstre et il les abat rapidement. La démoniaque essaie d'envoyer son monstre ultime, la tortue respirant du feu, pour attaquer lui, mais Hajime utilise sa bouclier lourd et détourne son attaque vers la démoniaque, tuant la tortue qui guérissait tout le monde sur son épaule. D'autre part, les camarades de Hajime ne peuvent pas croire qu'il soit la même personne qu'ils connaissaient, et le traître appelé Dai, qui l'a tiré ce jour-là, s'effraie en disant qu'il doit y avoir une erreur. Soudain, des monstres attaquent, mais la garde rapprochée de Hajime les gère rapidement. La démoniaque envoie un monstre vers Kaori et Shizu, mais Hajime leur donne une épée spéciale qui facilement tranche le monstre. La démoniaque est maintenant surprise, mais elle utilise un sort de haut niveau sur Hajime pour acheter du temps pour s'échapper, mais il bloque sa voie avec une lance car sa magie ne fonctionne pas sur lui. Hajime pointe son arme vers la démoniaque et lui demande pourquoi elle est là et comment elle a contrôlé ses monstres. Elle refuse de parler, donc il tire sur ses jambes et devine correctement que les monstres sont créés à l'aide de magie ancienne que les démons ont obtenue après avoir nettoyé un donjon, et la rouquine est ici pour obtenir le pouvoir d'un autre donjon. La fille admet cela et Hajime apprend qu'elle n'est pas celle qui a le pouvoir du donjon. Il la tue, mais pas avant qu'elle menace de lui dire que son amant viendra pour le venger. Avec cela, Hajime va vérifier le commandant de la nuit et commence ensuite à devenir proche de Yu. Juste alors, ses camarades viennent vers lui et Kare commence à pleurer en s'en serrant autour de Hajime. Il est nerveux sur la manière dont il doit répondre à cela car elle et Yu semblent être jalouses, comme jamais. Néanmoins, ils retournent à la surface et Kyu commence à gronder Hajime pour avoir tué la démoniaque quand elle ne pouvait même pas combattre. Hajime simple dit au héros One-Off de prendre ses idéaux inutiles et de les pousser dans son anus parce que vous montrerez aucune pitié à personne qui essaiera d'attaquer lui. Il rassemble le donjon avec cela et tout le monde pense que Jin a beaucoup changé, mais Kari croit qu'il est toujours la personne qu'elle aime. Elle rassemble son courage et avoue son amour pour lui, déclarant qu'elle vient avec lui sur sa quête peu importe ce qu'il en pense. Yu lui dit qu'il aime une autre femme, mais Kari ne se décourage pas par cela. Elle veut toujours rester à ses côtés pour lui faire comprendre ses sentiments, mais il y a quelque chose pour lequel elle veut une explication immédiate. Elle secoue Hajime en lui demandant pourquoi Miu l'appelle papa et qui est sa mère. Chuseok réussit à la retenir et après s'être calmée, Kaori déclare qu'elle aime Hajime plus que tout au monde et Miu prend ça comme un défi. Elle l'invite à rejoindre le groupe car elle prouvera qu'elle aime Hajime le plus. Finalement, Hajime n'a d'autre choix que d'accepter Kaori dans son groupe et ils partent pour le prochain donjon dès le lendemain. D'un autre côté, les héros retournent au royaume où la princesse Lily les attend avec impatience.
Elle court aussitôt vers Shizu et apprend comment les choses se sont passées dans le donjon. Soulagée qu'ils aillent bien, elle remarque que Q est perturbé. Lily demande ce qui lui est arrivé et Shizu lui parle du retour d'Ogen et comment il a ensuite tué le démon, ce qui a mentalement effrayé Q car il n'a pas pu faire ce qu'on attendait du héros. De plus, il n'est pas content que Kaori ait quitté le groupe pour partir avec Hajime. Lily remarque qu'elle est vraiment heureuse d'apprendre qu'Hajime a survécu et elle veut le rencontrer aussi, mais Shizu lui dit qu'il a complètement changé et qu'elle pourrait ne pas le reconnaître. Pendant ce temps, Hajime et son groupe traversent une tempête du désert. Kaori cajole et dorlote Miu, mais se disputent vite avec Yu pour savoir qui connaît le mieux Hajime. Elles commencent toutes deux à se quereller, mais Miu les réprimande alors pour se battre toujours. Hajime est soulagé que le problème soit résolu. Mais soudain, Taeo pointe du doigt les vers des sables rassemblés autour de quelque chose. Alors qu'Hajime s'interroge sur la raison, un ver des sables surgit devant sa Jeep et l'attaque. Il fait dévier la Jeep pour l'éviter, mais il y a d'autres vers des sables qui les suivent. Hajime enclenche la marche arrière, puis active un mini lance-roquette installé dans la Jeep pour faire exploser les têtes des vers, puis reprend sa course, fonçant droit vers le rassemblement des vers des sables. Il active le canon principal de la Jeep pour les affronter et les arrose d'obus explosifs. Une fois les vers des sables dispersés, ils arrivent sur le site et y trouvent un homme blessé. Ils sortent pour le vérifier et Kaori examine sa carte de statut, découvrant qu'il souffre d'une surcharge de mana due à un poison ingéré. Elle essaie de purifier le poison dans son corps, mais ça ne change rien, alors elle utilise un sort sacré de haut niveau qui peut transférer le mana d'une personne à l'autre. Elle absorbe l'excès de mana du corps de l'homme et le stocke dans l'anneau de cristal sacré qu'Hajime lui a donné. Elle réussit à sauver l'homme temporairement, mais à moins qu'il ne s'attaque à la cause profonde, ils ne peuvent pas le guérir. Soudain, l'homme se réveille et commence à appeler Kaori un ange. Il croit qu'il est homme mort et qu'un bel ange le reçoit au paradis, alors Hajime le frappe pour le sortir de ses illusions. Il emmène l'homme dans la Jeep climatisée et lui offre de l'eau avant d'apprendre son histoire. L'homme se présente comme Baise, le fils du duc Nkaji qui gouverne la région où Hajime et son groupe se dirigent. Baise révèle qu'il y a quelques jours, l'oasis d'où ils tiraient leur eau potable a été polluée et tout le monde a contracté la maladie de surcharge de mana. Le seul remède est un cristal appelé pierre de stase, trouvé dans le volcan voisin, mais les aventuriers de leur ville étaient trop malades pour sortir. Hajime hésite un peu à accepter l'offre, mais quand Miu demande s'ils ne vont pas aider les gens qui souffrent, il ne peut s'empêcher d'essayer de lui donner le bon exemple. Il décide de se diriger vers le volcan après avoir fourni de l'eau potable à la ville, mais il ignore qu'une autre personne a la même destination. C'est le général Démon Fried qui a appris la mort du démon roux. Elle était l'amante de son assistant, furieux qu'Hajime, surnommé l'irrégulier par les démons, l'ait tué et ait même saboté leur mission de tuer Iko avec une armée de 60 000 monstres. Fried dit à son assistant qu'il ira directement au volcan, qui est aussi un donjon, pour y obtenir la magie ancienne. Grâce à cela, il jure d'accomplir la mission que leur dieu lui a confiée et de tuer l'irrégulier. D'un autre côté, Hajime et son groupe atteignent le dôme ducal d'Ankaji et rencontrent le duc. Le duc voit de l'espoir en entendant Hajime dire qu'il peut sauver son peuple. Pendant que Kaori et Shi aident les patients, Yu crée un énorme trou dans le sol avec la magie de gravité et Hajime le recouvre d'un minéral imperméable. Yu utilise ensuite la magie de l'eau pour remplir la piscine géante d'eau propre et potable, puis il se dirige vers l'oasis, où les sens aiguisés d'Hajime détectent un monstre dans l'eau. Suivant son intuition, Hajime jette un tas de grenades dans l'oasis, choquant tous les habitants d'Ankaji. Cependant, son stratagème fonctionne car de gigantesques tentacules de Slim l'attaquent soudainement. Il en abat quelques-uns et Yu et Taeo gèlent et brûlent le reste. Bientôt, un Slim monstrueux géant apparaît du lac et il est facile de déduire que c'est la source de la pollution de l'eau. Hajime abat le Slim d'une seule balle, mais cela ne change pas l'eau polluée. Le duc remarque qu'il n'a jamais vu un monstre comme ce Slim, et Hajime pense que ce doit être l'œuvre de démons. Le duc exprime sa gratitude et Hajime se réjouit en disant que le duc lui doit une énorme dette. Après cela, Hajime et les autres partent en deux pour le donjon volcanique chercher le remède. Kaori et Miu restant derrière. Ils rencontrent les mêmes vieux vers des sables qu'Hajime abat avec sa Jeep, puis traversent une énorme tempête de sable pour atteindre le volcan. Alors qu'ils gravissent le volcan, la température devient trop élevée pour tout le monde, sauf pour Tio. Ils entrent dans la mine volcanique pour trouver des traces de pierre de stase, mais la majeure partie a déjà été extraite, alors Hajime décide d'aller plus profond. Soudain, une boule de lave arrive vers eux, mais Yu la neutralise avec sa magie de gravité. Hajime trouve un golem de lave devant eux et il est prêt à le tirer. Mais elle l'élimine avec la nouvelle arme qu'il a créée pour elle. Bientôt, ils arrivent à une immense mine de pierre de stase, et après avoir recueilli ce dont ils ont besoin, Hajime décide d'aller plus profond dans le volcan pour nettoyer le donjon. La chaleur devient insupportable, alors Hajime crée une grotte pour se reposer, Yu et Taeo utilisant leur pouvoir pour créer des brises fraîches.
Hajime pense qu'il doit ensuite développer un équipement de climatisation et Taeo remarque que cela pourrait être le thème de ce donjon. Hajime lui demande d'élaborer et elle dit que tous les donjons ont une sorte de thème. Le premier donjon qu'il a nettoyé semblait conçu pour combattre des monstres et gagner de l'expérience, tandis que le second était conçu pour se battre avec la magie restreinte. Elle croit que ce donjon est conçu pour leur apprendre à gérer un terrain désavantageux. Hajime pense qu'il y a du vrai dans ses paroles, puis ils reprennent le voyage. Ils descendent une rivière de lave en bateau, mais soudain, ils tombent d'une cascade ou plutôt d'une chute de lave. Yu utilise la magie du vent pour s'assurer qu'il ne fasse pas de grosses éclaboussures, puis Hajime remarque un dôme submergé dans la lave qui porte 100 pierres magiques. Il pense que ce doit être le repère du renégat, mais cela signifie que le monstre boss doit aussi être proche. Soudain, une boule de lave arrive en volant vers eux. Tio réussit à la neutraliser à temps, mais des dizaines de boules de lave les ciblent et ils doivent abandonner le bateau pour se mettre en sécurité. Hajime tente de se précipiter vers le dôme central, mais il est attaqué par des serpents de lave surgissant du lac de lave. Il se retire à distance de sécurité et commence à abattre les serpents. Il découvre qu'ils sont contrôlés par un noyau à l'intérieur de leur corps, alors il tire sur les noyaux pour les neutraliser définitivement. Les filles se joignent aussi à l'action et elles remarquent que pour chaque noyau détruit, un cristal sur le dôme se brise. Hajime réalise qu'ils doivent vaincre un total de 100 monstres serpents pour nettoyer le donjon, et tout le monde commence à travailler dur pour atteindre cet objectif. Cependant, juste au moment où Hajime finit de tuer les derniers serpents de lave, il est attaqué par un puissant rayon d'énergie venant du sommet du volcan. Tout le monde panique, mais Hajime survit au rayon d'une manière ou d'une autre. Yu l'empêche de tomber dans la fosse de lave et lui donne de l'eau bénite, mais il ne va pas mieux. Cela donne à Yu un SSPT et des flashbacks de leur combat contre l'hydre et elle ne remarque pas que la menace n'est pas encore terminée avant que Taeo ne l'alerte. Une pluie de rayons d'énergie les cible, mais Yu utilise une barrière pour se protéger. Une fois l'attaque arrêtée, elle lève les yeux et découvre le général démon, Fried, chevauchant un dragon blanc. Il exprime sa surprise qu'Hajime ait survécu après avoir encaissé un coup direct du souffle de son dragon. Il veut s'assurer que l'irrégulier meurt, mais Hajime se lève et lui dit qu'il ne va pas tomber si facilement. Le démon se présente comme Fried, l'apôtre du dieu qui a obtenu la magie ancienne après avoir nettoyé un donjon. Il déclare qu'en obtenant ce pouvoir, son dieu lui a confié une mission et il fera tout en son pouvoir pour la réaliser. Hajime le déclare ennemi et l'attaque immédiatement soutenu par ses filles, mais à sa surprise, Fried a une forte barrière le protégeant car il a amené des monstres tortues créateurs de barrières pour le soutenir. Hajime continue de l'attaquer, alors Fried utilise la magie ancienne de téléportation pour apparaître derrière lui et le frappe avec le souffle du dragon à bout portant. Hajime le bloque d'une manière ou d'une autre avec son bouclier, mais il a du mal. Il sort sa dernière invention, un groupe de boucliers croisés volants qui le protège des attaques du dragon, tandis qu'il commence à avancer lentement vers Fried. Fried essaie d'utiliser sa magie de téléportation à nouveau, mais Taeo repousse son dragon pour contrecarrer ses plans. Elle s'est transformée en dragon et tire son souffle de dragon sur le dragon blanc et commence à le repousser. Fried essaie d'utiliser sa magie ancienne sur elle, mais Hajime apparaît derrière lui et lui tire dessus, brisant sa barrière, puis lui inflige une blessure à la poitrine. Taeo frappe aussi le dragon blanc, forçant Fried et lui à battre en retraite. Hajime n'a plus l'énergie de le poursuivre et il tombe, mais Taeo le sauve de la chute dans la lave. Ils se regroupent avec Yu et Shia, et Fried réalise maintenant qu'ils sont un plus grand danger qu'il ne l'avait d'abord pensé. Alors il utilise la méthode de la dernière chance et détruit la pierre angulaire du donjon, la seule chose qui empêchait le volcan d'entrer en éruption. La lave commence à monter et Fried ouvre la porte multicouche menant hors du volcan pour s'enfuir. Hajime pense immédiatement à un plan, il donne son anneau à Taeo et lui demande de s'échapper en sécurité par la bouche du volcan. Pendant ce temps, il prévoit de conquérir le donjon et d'obtenir le pouvoir qui y est caché afin de pouvoir vaincre Fried plus tard. Taeo prend son anneau et vole vers les portes qui se referment, bravant l'attaque des forces ennemies. Être une perverse masochiste lui permet de convertir toute la douleur de l'attaque en un gain de puissance et elle continue de voler malgré les dégâts. Fried essaie de l'attaquer mais les boucliers volants créés par Hajime s'activent automatiquement pour la défendre, lui permettant de s'échapper en toute sécurité. Fried prévoit de la suivre mais les boucliers volants l'entourent et s'autodétruisent, provoquant une énorme explosion. La blessée Taeo atteint d'une manière ou d'une autre les portes de la ville et Kaori accourt pour prendre de ses nouvelles. Mais quand elle remarque qu'Hajime et les autres ne sont pas avec elle, elle commence à paniquer. Cependant, quand Taeo est emmenée à l'intérieur, elle révèle toute l'histoire à Kaori et lui demande de faire confiance à Hajime car il avait certainement un plan pour sortir vivant du volcan. Kaori suggère qu'en attendant, elle devrait se rendre dans la ville natale de Miu pour la réunir avec sa mère et Hajime les y trouvera. D'un autre côté, Hajime et les autres traînent leurs pieds jusqu'au repère du renégat à l'intérieur du dôme.
et découvrent que la magie de téléportation que Fried a utilisée est toujours disponible pour eux et ils obtiennent aussi un artefact qui sert de preuve de leur conquête. Les filles sont à bout de nerfs quant à la façon de survivre à la lave montante, mais Hajime a un plan. Il ouvre les portes du repère et elle flotte dans une barrière que Yu a créée. Hajime invoque ensuite un sous-marin robuste qu'il développait pour explorer le donjon souterrain et il pense qu'il résisterait à la lave juste assez longtemps pour sortir du volcan. Heureusement, le sous-marin réussit à rester intact même dans la piscine de lave, mais Hajime en perd le contrôle. Finalement, il s'échappe de la lave alors qu'une ouverture sous-marine du volcan éclate, les laissant échouer en mer. Quelques jours passent alors qu'ils errent sans but, car Hajime ne peut pas réparer le sous-marin sans son anneau. Ils commencent à manger du poisson pour passer le temps quand soudain, un groupe de pêcheurs en colère surgit sur eux, les prenant pour des chasseurs d'esclaves. Hajime s'étouffe avec son poisson, il ne peut donc rien expliquer à temps, et l'homme-poisson commence à attaquer Shi. Hajime les frappe dans la mer avec un poisson, puis soudain, il entend la voix de Miu alors qu'elle tombe du ciel, avec Taeo et Kaori à ses côtés. Hajime saute pour la rattraper et Miu le serre fort en atterrissant. Kaori et Taeo ont aussi leur chance d'embrasser Hajime et de lui dire à quel point il leur a manqué avant qu'ils ne puissent commencer leur voyage. Ils atteignent la ville de Merfolk où Miu prend la main d'Hajime et commence à le tirer vers sa maison pour rencontrer sa mère. Sa mère, Rémi, prévoyait d'aller chercher sa fille malgré sa jambe blessée, mais dès qu'elle voit Miu, elle fond en larmes de soulagement. Miu remarque sa jambe blessée et appelle immédiatement son papa pour la soigner. Apparemment, Rémi est la femme fatale de la ville des hommes poissons et tous les garçons et filles veulent être le beau-père de Miu. Hajime dit à Miu de ne s'inquiéter de rien en soulevant Rémi dans ses bras et en l'emmenant chez elle. Kaori examine sa blessure et dit qu'elle peut la soigner en quelques jours. Rémi la remercie ainsi qu'Hajime puis demande où il a rencontré sa fille et pourquoi elle l'appelle papa. Hajime lui raconte toute l'histoire et Rémi lui est extrêmement reconnaissante. Elle invite tout le monde à vivre à la maison pendant leur séjour, mais Hajime dit qu'il prévoit de rester dans une auberge près du port. Cependant, Rémi le fait chanter émotionnellement, disant qu'il va partir bientôt, alors il devrait agir comme le père de Miu tout le temps qu'il est là. Elle est plus que disposée à l'accepter comme son mari et à élever Miu ensemble, mais Hajime sait mieux que d'accepter cette offre car toutes ses filles lui lancent des regards assassins. Hajime et son groupe quittent la ville de Merfolk après une semaine et se dirigent vers un donjon situé au fond de la mer. Il ne connaît pas précisément l'emplacement du donjon, mais en voyant la pleine lune la nuit, il a soudain une idée. Il utilise le médaillon qu'il a obtenu du donjon volcanique qui absorbe l'énergie du clair de lune et devient une balise pointant vers le donjon englouti. Il emmène le sous-marin à l'emplacement de la lumière et le fond marin s'ouvre devant lui. Ils sont aspirés par un fort courant, mais Hajime garde le sous-marin sous contrôle et fait même exploser un monstre mystérieux qui les poursuit. Il atteint un mur avec une carte pentagramme dessus et avec le dernier peu d'énergie lunaire du médaillon, il déverrouille la porte derrière. Au moment où la porte s'ouvre, leur sous-marin tombe dans une grotte sous-marine, point de départ pour explorer le donjon. Une tornade d'eau tombe de la mer d'en haut, mais Yu la bloque facilement. Tio remarque quelque chose sur le toit de la grotte et attaque avec ses puissantes flammes sombres. Devant leur démonstration intimidante de puissance, Kaori se sent faible et mal à l'aise. Ils entrent dans le donjon, Taeo et Shi s'occupant de la plupart des monstres. Hajime pense que le donjon est trop facile comparé aux autres quand soudain, il rencontre un monstre slim immunisé aux dégâts physiques et qui a aussi le pouvoir de fondre la magie. Peu importe combien Hajime et les autres l'attaquent, le monstre continue de se régénérer et de dissoudre leur bouclier, mais il est un peu blessé par les flammes. Hajime réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas car il ne peut pas non plus voir le noyau du monstre. Ils pensent que leur seul choix est de s'échapper pour l'instant, alors il ouvre un trou dans le sol avec son marteau-pilon. Il tombe de la grotte dans les forts courants des profondeurs, et voyant que Kaori va être emporté, Hajime priorise de la sauver. Il se retrouve sur une île où Kaori est déprimé d'être le maillon le plus faible du groupe, que Hajime ne peut pas laisser seul en sécurité. Il lui dit d'arrêter d'être déprimé et commence à explorer le donjon. Ils arrivent au cimetière des navires de guerre où ils commencent à entendre des voix de bataille, puis soudain tout le décor change. Ils ont l'impression de faire partie d'une ancienne guerre navale et ils ne peuvent pas interagir physiquement avec la plupart des choses, même si leur magie détruit immédiatement les attaques et les gens entrant. Ils sont entourés par des gens illusoires qui essaient de les tuer au nom de Dieu, alors Hajime attrape Kaori et s'échappe du navire. Il continue d'avancer mais Yu tombe malade à cause de l'énergie sombre provenant des navires coulés. Elle s'excuse auprès d'Hajime et il lui dit clairement qu'elle le retient. Il lui demande pourquoi elle a décidé de venir avec lui et lui dit qu'il n'aime pas son attitude geignarde car elle n'a qu'un complexe d'infériorité chaque fois qu'elle se compare à Yu. Il dit qu'il l'a laissé venir parce qu'elle avait la conviction que venir avec lui était la meilleure chose pour elle, mais maintenant il semble que les choses aient changé. Il lui demande de reconsidérer ses décisions et propose de la ramener au reste du groupe.
Quoi qu'il en soit, ils continuent d'explorer la zone et arrivent au navire géant au centre, où le décor change à nouveau. Ils se retrouvent témoins d'une fête somptueuse réunissant humains, démons et hommes-bêtes, et ils semblent parler plutôt paisiblement. C'est alors que le roi humain arrive pour saluer tout le monde. Il parle du fait qu'un an s'est écoulé depuis la signature de leur traité de paix, la fin de leur longue guerre sanglante, et combien il est heureux de voir les représentants de toutes les races ici. Cependant, ce n'était qu'une farce et le roi avait rassemblé tout le monde ici pour pouvoir les massacrer tous en même temps sous le commandement du dieu Haït. Alors que le roi se délecte du bain de sang, Hajime est dégoûté de voir ce que le dieu maléfique peut faire à ses fidèles, tandis que Kaori commence à vomir. L'illusion disparaît et après avoir donné à Kaori le temps de récupérer, Hajime décide d'explorer le navire car ce doit être le cœur du donjon. Ils entrent où Hajime trouve soudain un fil d'acier qui était relié à un piège physique. Ils bloquent les flèches tirées sur eux à cause du piège, mais soudain, une forte rafale de vent emporte Kaori. Hajime doit affronter des chevaliers illusoires avant de pouvoir l'atteindre, mais Kaori affirme qu'elle va bien. Elle s'approche d'Hajime, lui disant qu'elle a peur et veut qu'il la console, mais il pointe immédiatement son arme vers elle car il sent qu'un esprit maléfique la possède pour le tuer. Il tire sur le corps de Kaori avec des balles magiques qui ne blessent que l'esprit, et non le corps de Kaori, elle tombe au sol, laissant tomber le couteau qu'elle cachait, et Hajime dit à l'esprit de quitter le corps de Kaori immédiatement, et quand il refuse, il continue de lui tirer dessus avec les balles magiques spéciales. Il prévient l'esprit que, puisqu'elle a osé s'en prendre à quelqu'un qui lui est cher, il la fera souffrir 1000 morts en la criblant de balles. Finalement, l'esprit, incapable de supporter cette douleur, quitte le corps de Kori. Dès que Kori retrouve ses sens, elle embrasse Hajime et lui confie avoir trouvé sa réponse. Elle désire rester à ses côtés car elle l'aime et même s'il n'a Dieu que pour Yu, elle fera tout son possible pour le séduire. Hajime porte ensuite Kovri sur son dos, se dirigeant vers le repère du Maverick qu'il atteint sans encombre. Yu et les autres se téléportent là au même moment, stupéfaits de découvrir Kari sur le dos de Hajime. Elle leur assure qu'elle n'est pas blessée et fait cela juste pour se faire choyer par Hajime. Elle raconte à tous leur baiser et Yu fait semblant de n'être pas jalouse du tout. Quoi qu'il en soit, ils montent sur le cercle magique et le message enregistré de la sirène Maverick, créatrice de ce donjon, leur demande de cesser de croire en ce dieu cruel et de prendre leurs propres décisions. Elle disparaît ainsi, laissant la preuve de conquête et la magie de restauration au groupe de Hajime. Dès que Hajime s'empare de la preuve de conquête, le donjon s'agite et le niveau de l'eau monte. Yu les téléporte rapidement à l'extérieur, dans la grotte, mais le niveau de l'eau y monte immédiatement aussi. Et pour aggraver les choses, le monstre de slime à régénération infinie est également là. Tandis que les filles repoussent ses attaques avec leurs barrières, Hajime réfléchit à des moyens de le vaincre. Il commence à chauffer un cristal magique pour qu'il explose et évapore le monstre, mais il lui faut 3 minutes pour cela, et il ne semble pas que les filles puissent de tenir aussi longtemps. C'est alors qu'un banc de poissons attaque le monstre, mené par le poisson Shad Lee. Lee explique que cet ancien monstre est une véritable plaie pour toutes les créatures marines, il va donc les aider à le vaincre. Il gagne suffisamment de temps pour que Hajime crée de puissantes torpilles qui anéantissent le gigantesque monstre de slime. Après cela, Hajime et son groupe retournent à la ville de Mew. Ils y sont restés environ une semaine, et même si Hajime veut vraiment partir en voyage, chaque fois qu'il pense à la réaction de Mew, il reporte son départ. Un jour, alors que tout le monde joue dans la mer, Rémi remercie Hajime pour tout ce qu'il a fait pour sa fille. Elle lui dit qu'il doit faire ce qu'il a à faire et l'assure que Mew a beaucoup mûri après l'avoir rencontré. Elle comprendra donc qu'il doit partir. Suivant son conseil, Hajime dit à Mew qu'il doit partir en voyage maintenant et bien qu'elle soit en larmes, elle ne lui demande pas de rester avec elle. Elle lui demande juste de revenir la voir une fois son voyage terminé et Hajime promet de venir la chercher et de l'emmener dans sa ville natale. Le lendemain, Hajime et son groupe sont prêts à partir pour leur voyage et Mew leur donne des coquillages roses comme porte-bonheur. De retour dans la capitale royale, la princesse Lily trouve son père et ses gardes se comportant étrangement comme s'ils étaient sous l'emprise d'un sort. Elle va en parler à Shizu et l'informe que les ministres et les prêtres prévoient de désigner Hajime comme hérétique pour avoir défié la volonté de Dieu. Non loin d'eux, le traître Dai exprime sa frustration parce que Hajime lui a enlevé Kovri. Soudain, le cerveau qui l'a poussé à attaquer Hajime la première fois arrive et propose un marché. Le cerveau est l'une de ses camarades de classe et elle dit à Dai qu'elle l'aidera à récupérer Kovri, mais seulement s'il l'aide avec son prochain plan. Bientôt, Eiko arrive au palais pour empêcher le roi et l'église de désigner Hajime comme hérétique, mais elle échoue. Alors qu'elle retourne à sa chambre, déçue, elle rencontre une nonne qui lui demande de l'accompagner à la montagne divine. Elle tente d'hypnotiser Eiko, mais ses pouvoirs ne fonctionnent pas sur elle, alors la nonne l'assomme d'un coup de poing dans le ventre pour l'emmener en toute sécurité, mais la princesse Lily voit tout. D'autre part, Shizu et les étudiants de l'équipe d'Eiko sont inquiets car elle a soudainement disparu.
Le commandant des chevaliers, Meld, lui dit qu'on lui a rapporté qu'Eiko est allé à la montagne divine pour négocier directement avec le pape afin de plaider la cause de Hajime. Cependant, Eiko est dans une cellule de prison et la nonne qui l'a kidnappée déclare que son maître, le dieu Eit, ne s'intéresse pas à elle pour le moment car son élève Hajime est bien plus intéressant. Pendant ce temps, dans la capitale, la princesse Lily court à travers la ville déguisée pour chercher de l'aide après avoir été témoin de l'enlèvement d'Eiko par la nonne. Elle a essayé de parler à son père mais il était comme une personne différente, elle ne peut donc pas lui faire confiance, ni à personne d'autre dans le palais. Le cerveau de la classe de Hajime a pris le contrôle de la majeure partie de l'ordre des chevaliers et seul le commandant Meld et quelques-uns de ses soldats loyaux sont encore lucides. Meld ordonne à son adjoint de trouver la cause du changement soudain de comportement des chevaliers car il croit que des démons doivent être derrière cela. Après cela, il écrit 2 lettres dans son bureau, l'une d'elles adressée à Hajime au cas où les choses tourneraient en mal dans la capitale. C'est alors que Dai lui rend visite, disant qu'il veut parler de quelque chose en privé. Meld le laisse entrer sans aucune suspicion, mais Dai ne dit rien et attend que l'adjoint de Meld frappe à la porte. Meld ouvre la porte et son adjoint l'attaque immédiatement car il est lui aussi tombé sous le coup du sort de lavage de cerveau. Il ne peut pas blesser le commandant des chevaliers, alors il décide d'attaquer Dai qui tremble dans le coin. Meld essaie de protéger Dai et lui dit de s'enfuir. Mais Dai se révèle être un traître lui aussi et il poignarde le commandant des chevaliers dans le dos. Meld panique en réalisant que Dai était un ennemi depuis le début et il repousse tout le monde avec une puissante magie du vent. Il essaie d'abord d'achever Dai mais 2 soldats arrivent alors pour le garder. Affronter Dai, le commandant adjoint et les 2 soldats à la fois est difficile pour Meld blessé, mais il réussit tout de même à les mettre tous à terre. À ce moment, il réalise enfin que Dai n'est pas sous l'emprise d'un lavage de cerveau comme les autres, qui se relèvent immédiatement après avoir été assommés car ils ne ressentent aucune douleur dans cet état. N'ayant pas d'autre option, Meld saute par la fenêtre pour sauver sa vie, puis tente de balayer tout le monde dans son bureau avec de la magie, quand il ressent soudain une présence très forte qu'il ne peut ignorer. Il lève les yeux pour trouver une femme ailée qui se plaint de la façon dont le roi et les héros de l'autre monde sont tous à moitié cuits, alors elle va prendre les choses en main. Meld réalise instantanément que même si la femme ressemble à un ange du dieu Eit, elle est une ennemie et il se prépare à affronter sa mort de ses mains. D'autre part, Hajime et son groupe se dirigent vers leur prochaine destination lorsqu'ils voient une caravane attaquée par des bandits. Bien que les bandits soient plus nombreux que les gardes, une puissante barrière protège la caravane. Hajime pense qu'il doit y avoir quelqu'un de plutôt spécial qui crée la barrière car la maintenir sera difficile. Kaori a une intuition et elle demande à Hajime d'aider la caravane. Il fonce immédiatement vers le groupe, abattant les bandits avec le canon principal de la Jeep. Il sort pour soigner les blessés et soudain, la princesse Lily, qui avait créé la barrière, vient à elle. Elle est soulagée de voir Cory ici, mais est choquée de voir l'apparence changer de Hajime. Hajime ne la reconnaît pas du tout et la princesse se met à pleurer. Il lui demande ce qu'une princesse fait si loin de la capitale et Lily devient soudainement sérieuse en les informant qu'Eiko a été kidnappée. Une fois dans la Jeep, Lily explique en détail comment son père est devenu chaque jour plus radical dans son soutien à l'église et en même temps les soldats sont devenus léthargiques et perdus dans leur propre monde. Bientôt, l'église a désigné Hajime comme hérétique et Lily a essayé de convaincre son père d'intervenir mais il a refusé. Eiko est également venue négocier mais elle a été kidnappée par une mystérieuse nonne. Lily dit qu'elle voulait de l'aide et les premières personnes auxquelles elle a pensé alors étaient Hajime et Kari. Alors elle s'est faufilée hors de la capitale puis s'est dirigée vers le duché qu'ils avaient aidé plus tôt pour trouver leur emplacement. Mais heureusement, elle les a trouvés en chemin. Après avoir tout entendu, Hajime décide de sauver son professeur et il jure que si quelqu'un se met en travers de son chemin, il le tuera. Il ignore que pendant qu'il se dirige vers les montagnes divines, l'armée des démons est déjà en mouvement. Pendant ce temps, Eiko est déprimée dans sa cellule de prison, mais la pensée de Hajime la réconforte un peu. C'est alors que Hajime apparaît devant sa fenêtre et Eiko panique. Il lui dit de se calmer alors qu'il ouvre un trou dans le mur et lui dit qu'il est là pour la secourir. Eiko a du mal à y croire et Hajime explique que la princesse lui a dit qu'elle était retenue captive ici. Au moment où il s'apprête à la faire sortir, il sent une puissante magie s'activer au loin et réalise que l'armée des démons a lancé une attaque surprise sur le royaume. Il veut qu'Eiko rejoigne Cory, Shizu et les autres pour leur parler de la situation. Cependant, une lumière aveuglante commence à se diriger vers la cellule de prison et Hajime en sort juste à temps pour voir la tour entière de l'église se désintégrer. L'ange qui était derrière tout cela apparaît devant lui sous le nom de Noin, une apôtre du dieu, qui a reçu l'ordre de se débarrasser de l'irrégulier. Hajime lui lance juste un sourire qui signifie qu'il est prêt pour le défi. Pendant ce temps, dans la capitale, Yu et les autres se précipitent pour alerter Shizu de la situation, quand soudain, la barrière protégeant la capitale se brise. Tout le monde est perplexe, mais Tio, qui est de garde, contacte tout le monde via les dispositifs de communication et leur dit qu'une immense armée de démons attaque la ville.
Le général démon Fried les mène personnellement et Yu décide de se diriger directement vers lui afin de pouvoir se venger de lui pour la dernière fois. Shizu la rejoint aussi et Cory et Lily sont laissés seuls pour alerter le reste de leurs camarades de classe. Yu et Shizu rejoignent Tio quand soudain Tio reçoit un appel de Hajime qui veut qu'elle se dépêche de le rejoindre et d'emmener Eiko en sécurité. Elle s'envole et quelques secondes plus tard, Shizu alerte Yu d'une attaque imminente. Ils sautent de la tour juste au moment où un portail s'ouvre au-dessus d'eux et un puissant souffle de dragon détruit la tour. Fried et son armée de dragons émergent du portail et il décide d'achever les alliés de Hajime avant de se diriger vers lui. Il ordonne à son dragon de les attaquer, mais Yu a également maîtrisé la magie spatiale maintenant, alors elle crée un portail et redirige l'attaque vers les troupes de Fried, les anéantissant. Fried, enragé, déclare qu'il va affronter Yu seul et demande à son assistant de s'occuper de Shizu. Shizu se dirige immédiatement pour combattre le démon blond. Mais elle constate qu'il ne lui sera pas facile de se battre avec des distractions. Yu crée un portail pour qu'elle aille dans un endroit calme pour son combat, et là elle découvre que le démon blond a une incroyable quantité de haine pour elle et Hajime. Il révèle qu'il est l'amant du démon rousse qu'ils ont tué dans le donjon ce jour-là. Il commence à parler de la gentillesse et de la bienveillance de sa petite amie, mais elle ne s'en soucie pas. Elle dit au démon que sa fille est celle qui l'a attaqué en premier, même si Hajime lui a donné une chance de s'enfuir, et puisqu'elle a choisi de mourir, il ne peut pas se plaindre. Le démon se met en colère et ordonne à ses troupes de l'attaquer, mais Shizu les bloque tous facilement puis utilise une énorme boule de démolition connectée à son marteau pour abattre les démons. Les attaques du démon blond parviennent à la toucher et commencent à pétrifier son corps. Heureusement, Shizu utilise le pouvoir de restauration qu'ils ont obtenu du donjon sous-marin pour retrouver son état normal. Le démon blond est irrité et lance son attaque la plus puissante sur elle, mais Shizu n'a aucun mal à les esquiver grâce à ses 4 capacités secondaires. Elle parvient à vaincre tous les démons, puis projette aussi Blondie au sol, l'achevant pour de bon. D'autre part, Yu affronte Fried et absorbe toutes ses attaques avec sa magie de gravité. Elle contre-attaque avec la magie de la foudre, mais la tortue démoniaque en dessous absorbe la magie et la lui renvoie. Fried est confiant qu'avec la tortue démoniaque qui le soutient, il peut annuler le pouvoir de Yu, mais elle lui dit de continuer à rêver. Elle utilise son sort ultime, invoquant 5 dragons élémentaires qui sèment le chaos dans l'armée des démons. Poussé à bout par cela, Fried utilise sa magie ultime qui crée une explosion nucléaire sur la capitale, et Yu parvient d'une manière ou d'une autre à ne pas être prise dedans grâce à sa magie de téléportation. Cependant, juste au moment où elle relâche un peu sa garde, le dragon blanc de Fried la poignarde avec sa corne. Il pense avoir gagné la bataille, mais Yu utilise une magie spéciale pour refléter les dégâts qu'elle a subis sur le dragon et Fried. Gravement blessé, Fried réalise qu'il ne peut pas gagner et utilisant les dragons comme leurre, il s'enfuit. D'autre part, Hajime affronte Noint qui l'attaque en convertissant ses plumes en flèches. Il ne peut qu'esquiver la rafale de flèches car tenir Eiko limite ses mouvements. Noint charge directement vers lui, bloquant toutes ses balles avec ses larges épées. Elle essaie de poignarder Hajime qui évite de justesse la lame. Il contre-attaque immédiatement en envoyant ses boucliers croisés qui tirent sur Noint, mais elle les bloque aussi. Hajime est frustré de ne pas pouvoir percer ses défenses, mais Noint le félicite, disant qu'il est trop fort pour être le pion de son maître. Hajime répond que c'est le plus grand compliment qu'il puisse recevoir, car il ne voudrait pas devenir le pion d'un être apparemment tout-puissant, avec des problèmes d'ego. Irrité par ses paroles, Noin utilise une puissante magie de feu contre lui, mais Hajime survit grâce à la fonction de barrière et au bouclier croisé. Soudain, il entend une prière au loin qui commence à affaiblir ses pouvoirs, et Hajime réalise que cela doit être l'œuvre du quartier général de l'église directement sous eux. Hajime propose une trêve et demande à Noint s'il ne serait pas mieux pour elle d'aider les humains contre les démons. Elle répond que Dieu acceptera quel que soit le résultat de la bataille. Il demande à Noin, puisqu'il n'est pas intéressé à être l'ennemi de Dieu, de le renvoyer sur terre, mais elle refuse, citant que le dieu Ehit veut qu'il meure d'une mort pitoyable à mi-chemin de son objectif car cela serait très divertissant pour lui. Elle attaque soudain Hajime avec une magie de désintégration et même sa barrière n'est pas assez forte pour y résister. Cependant, Tio arrive alors et frappe Noint avec un puissant souffle de feu, la projetant contre l'église derrière. Hajime est ravi de la voir et il lui demande d'emmener Eiko en sécurité afin qu'ils puissent se battre librement. Tio s'envole avec Eiko, lui disant qu'elle doive se dépêcher pour qu'elle puisse la déposer en toute sécurité, puis aller aider Hajime. Eiko répond qu'elle veut aussi aider. Même si elle n'a aucune compétence de combat et aucune expérience, son mana est égal à celui du héros et elle prévoit de soutenir Tio avec cela. Eiko crée un cercle magique sur sa main avec son sang et respectant sa décision, Tio décide de l'emmener avec elle. Pendant ce temps, Hajime esquive la magie de feu de Noen avant de l'attaquer avec son pistolet mitrailleur. Elle esquive facilement ses attaques puis lui envoie quelques plumes. Hajime repousse toutes les plumes puis lui tire dessus avec son canon rail, mais la barrière de Noen dévie tous ses tirs. Tatra. Cependant, Hajime réussit à s'approcher d'elle pour un tir à haute puissance de perforation,
Mais cette fois, Nwant se téléporte simplement au moment où il tire. Hajime lui envoie ses boucliers croisés, mais elle esquive leurs attaques et les détruit facilement. Hajime essaie de lui tirer dessus à nouveau, mais elle disparaît et apparaît derrière lui. Elle tranche son canon rail, le faisant exploser, mais Hajime sort alors ses pistolets en utilisant sa compétence pour augmenter temporairement sa puissance. Il continue de combattre Nwant, dont le pouvoir ne semble jamais s'épuiser quoi qu'elle fasse, et Hajime est poussé à bout alors qu'il est blessé et épuisé. Nwant l'attaque à nouveau, mais Hajime voit alors que ses épées commencent à se fissurer. Il pense que c'est sa chance et fait détonner le bouclier croisé autour d'eux. Il subit quelques dégâts de l'explosion, mais parvient aussi à toucher Nwant. Cependant, ce n'était que pour créer un certain écart entre eux. Hajime lui lance 2 disques et Nwant les dévie facilement sur le côté, qualifiant cela d'attaque très faible. Cependant, Hajime sort 2 autres disques, connectés aux 2 précédents par magie de téléportation. Il tire à travers les portails et Nwant a à peine le temps de se défendre de l'attaque soudaine. Soudain, ses lames se brisent et pendant qu'elle essaie encore de comprendre, Hajime l'achève en utilisant un autre de ses outils. Pour en finir, il sort le marteau-pilon et attaque Nwant avec. Elle essaie de le bloquer avec ses plumes, mais la puissance du marteau-pilon est trop grande et il lui perce un trou, la faisant perdre la vie et tomber dans la profonde vallée en contrebas. Hajime est satisfait, mais juste à ce moment, il entend une explosion au loin. Il s'y précipite pour découvrir que Tio et Eiko ont détruit l'église qui soutenait Nwant. Hajime est surpris de voir qu'Eiko est restée pour aider, et Tio explique comment elle a utilisé ses compétences agricoles pour créer un gaz naturel inflammable qui a fait exploser toute l'église d'un seul coup. En réalisant que toutes les personnes dans l'église sont également mortes à cause de l'explosion, Eiko est horrifiée car elle n'était pas prête à être une meurtrière. Hajime la console et juste au moment où ils se préparent à retourner à la capitale, ils voient le fantôme d'un prêtre devant eux qui leur fait signe de le suivre. Hajime réalise que cet endroit était aussi un donjon, alors il décide de suivre le prêtre pour obtenir une autre magie ancienne. Le prêtre les mène à un cercle magique qui les téléporte au repère du Maverick, où ils apprennent immédiatement la magie de manipulation des esprits. Hajime s'avance pour prendre l'anneau du donjon et lit que les conditions pour terminer ce donjon étaient de terminer 2 autres donjons, de n'avoir aucune foi en Dieu et de vaincre l'un des serviteurs de Dieu. Hajime prend l'anneau et avec cela il est prêt à retourner à la capitale. Pendant ce temps, dans la capitale, lorsque la barrière autour de la capitale s'est brisée, Shizu a eu un mauvais pressentiment, alors elle s'est immédiatement préparée et a rassemblé les filles pour agir. Elles ont rejoint Yu et les garçons aussi. Et une fois rassemblées, l'une des servantes du palais est venue à elle et les a informées de l'invasion démoniaque. Elle voulait combattre les démons pour gagner du temps pour l'évacuation des citoyens, mais une fille nommée Eri a suggéré que puisqu'il y a trop de démons et de monstres, ils devraient d'abord se regrouper avec Meld et les chevaliers. Tout le monde est d'accord avec son idée et ils vont voir le vice-commandant qui leur dit que Meld les rejoindra dans un instant. Il mène les héros à travers l'escadron de nuit et Shizu et une autre fille sentent que quelque chose est étrange. Le vice-commandant s'adresse à tout le monde et sort une boule magique pour donner un signal de départ, mais Shizu réalise que quelque chose ne va pas et protège ses yeux juste avant que le vice-commandant n'active la boule magique, aveuglant tout le monde. Pendant que la lumière aveugle tout le monde, les chevaliers poignardent tout le monde et seule Shizu reste debout. Elle ne comprend pas ce qui se passe quand soudain, la servante d'avant vient en courant vers elle et demande de l'aide. Shizu essaie de la réconforter seulement pour se faire poignarder dans le dos par la servante, qui était sous l'emprise d'un lavage de cerveau tout le temps. La servante plaque Shizu au sol et lui menotte les mains juste au moment où le cerveau apparaît, et ce n'est autre qu'Eri. Shizu est choquée de voir qu'elle était derrière tout cela. Eri enlève ses lunettes et se met à rire comme une maniaque. Les héros sont désarmés et ligotés, puis Eri marche vers Keo. Elle lui met un collier autour du cou et l'embrasse soudainement, disant qu'il lui appartient enfin maintenant. Eri dit à Shizu qu'elle a toujours aimé Ku et le voulait pour elle seule. Même si elle lui avait proposé et qu'ils s'étaient mis en couple normalement, il aurait quand même laissé les autres ratés de leur classe le surcharger car il est bien trop gentil. C'est pourquoi elle a fait tout ça pour s'assurer que Cal appartienne à Wundeer. Quant aux chevaliers et à la servante qui agissent étrangement, Eri révèle qu'ils sont déjà morts et sous ses ordres car elle est une nécromancienne. La meilleure amie d'Eri refuse de croire qu'elle puisse faire une chose aussi cruelle, alors elle décide de lui montrer qu'elle ne plaisante pas. Elle ordonne à un chevalier de tuer l'un de leurs camarades, puis utilise ses pouvoirs de nécromancie pour le transformer en sa marionnette. Airi révèle qu'elle peut lancer ce sort spécial qui permet à sa marionnette de conserver une partie de sa personnalité, mais sur une seule personne à la fois. Elle se préparait donc pour ce jour depuis des mois. Elle dit à Shizu qu'elle la déteste particulièrement, elle et Kari, car elles étaient plus proches de Cal que les autres filles. C'est pourquoi elle compte tuer Shizu et la transformer en marionnette, qu'elle utilisera ensuite pour tuer Kari. Eiri est sur le point de poignarder Shizu, mais une barrière la protège et la servante est également immobilisée par de la magie sacrée. Kovari et Lily sont arrivés sur les lieux et ne comprennent pas ce qui se passe ni pourquoi les chevaliers ont attaqué les héros. L'un des chevaliers tente de les attaquer par derrière, mais Dai arrive à ce moment-là et le met à terre.
Il convainc la princesse de baisser sa garde, mais juste au moment où elle le laisse entrer dans la barrière, il l'assomme d'un coup de poing. Puis, soudainement, il poignarde Kaori en pleine poitrine, lui disant que c'est ce qu'elle obtient pour avoir choisi Hajime plutôt que lui. Malgré la blessure fatale, Kaori s'accroche et entonne un sort qui guérit instantanément les blessures de ses camarades. L'épée est repoussée hors de son corps à mesure qu'il guérit, mais Dai la saisit et la lui enfonce à nouveau. Le corps de Kaori devient mou alors qu'elle meurt, mais Q et les autres se relèvent, furieux contre Eri. Cave invoque son épée et commence à tailler en pièces les soldats zombies, tandis que l'assassin libère également le reste de ses amis. Ils retiennent les chevaliers qui tentent de les attaquer et Q charge Eri pour en finir avec elle. Cependant, Meld arrive et bloque son attaque. Q est pris de court car il ne réalise pas que le commandant des chevaliers est aussi un cadavre sous le contrôle d'Eri, et au moment où il le comprend, il tombe soudainement à genoux et commence à vomir du sang. Eri remarque que le poison qu'elle lui a donné avec le baiser plus tôt fait enfin effet, et maintenant il ne pourra plus interférer avec ses plans. Elle s'apprête à transformer Kaori en sa marionnette aussi, au milieu des cris de ses camarades, mais alors, soudainement, Hajime arrive pour sauver la situation. Un seul regard sur le champ de bataille lui fait tout comprendre et il se dirige rapidement vers Kaori, projetant Dai contre un mur et prenant Kaori sous sa garde. Il trouve son corps sans vie, retire l'épée et la confie à Tio et Aiko qui commencent à lui lancer la magie spirituelle qu'elles ont récemment apprise. Eri leur dit que c'est inutile car Kaori est déjà morte et promet à Hajime de la ramener grâce à la nécromancie s'il ne l'attaque pas. Hajime n'est pas d'humeur à l'épargner, mais alors soudainement un mage l'attaque par derrière. Eri pense l'avoir eu, mais Hajime a bloqué l'attaque avec une barrière. Il abat le mage, alors Eri envoie Melt pour l'attraper. Cependant, Melt a encore un peu de sa conscience et il demande à Hajime de le laisser reposer en paix. Hajime obéit et lui tire dessus immédiatement, puis sort son pistolet mitrailleur pour anéantir tous les chevaliers morts autour de lui. Eri se recroqueville au sol pour se protéger et Hajime pointe son arme sur sa tête pour en finir rapidement avec elle. Cependant, il est interrompu lorsque Dai l'attaque par derrière. Il le projette au sol avant de le soulever. Dai se plaint que s'il n'avait pas été là, Kaware aurait été à lui, et Hajime lui dit que même s'il était le dernier homme des deux mondes, aucune fille ne choisirait un raté comme lui. Il fait en sorte que Dai meure hors du palais, écrasé par les monstres déchaînés, puis reporte son attention sur Eri. Juste à ce moment-là, un puissant souffle de dragon se dirige vers lui depuis un portail dans le ciel, et Hajime le dévie d'une manière ou d'une autre. Fried fait son apparition sur les lieux, et avant qu'Hajime ne puisse l'affronter, Teo lui dit qu'ils ont besoin de plus d'aide avec Kaori. Ils ont réussi à maintenir son âme attachée à son corps, mais ils veulent le soutien de Yu s'ils veulent la ramener. Pendant ce temps, Fried dit à tout le monde de se rendre où son immense armée les écrasera. Hajun n'a pas le temps de le combattre, alors il invoque une arme de destruction massive qu'il a créée, qui anéantit tous les monstres en quelques secondes grâce à un énorme rayon céleste. Hajun dit à Fried qu'il veut le tuer, mais sauver Kaori est plus important pour lui en ce moment, alors il le laissera partir. Fried, rongé par la rage et l'humiliation, décide de battre en retraite et Eri en profite pour s'échapper aussi. Juste à ce moment-là, Yu et Shi arrivent et Hajime leur dit d'aider Kaori tandis qu'il reste derrière pour s'occuper des étudiants ici. Shizu est dévasté après la mort de Kari, mais Hajime l'assure qu'ils la ramèneront à tout prix. Pendant ce temps, Yu et les autres emmènent Kari à l'église en ruine et se relaient pour continuer à lancer la magie spirituelle sur son corps. Quand Hajin les rejoint, Miu l'assure que Kaware ira bien, alors il devrait parler avec Aiko qui fait une pause en ce moment. Hajin rejoint Aiko qui prie pour expier ses péchés d'avoir tué les gens dans l'église. Elle a une discussion à cœur ouvert avec Hajin, lui disant qu'elle comprend qu'il était justifié de tuer Dai, mais qu'en tant que professeur, elle voulait quand même le laisser vivre et expier ses péchés. Elle se sent également coupable de ses actions et Hajime dit qu'il a une requête égoïste à lui faire. Il veut qu'Aiko continue de se sentir coupable et apprenne de cette culpabilité pour prendre de meilleures décisions, car c'est ce que font les humains. Hajime affirme qu'il a perdu une partie de son humanité maintenant, mais il veut apprendre de son professeur et redevenir humain d'ici à ce qu'il retourne sur Terre. Eiko est émue aux larmes, puis Hajime lui dit que si jamais elle se sent trop accablée par quoi que ce soit, elle peut s'appuyer sur lui, et elle accepte l'offre de s'appuyer sur son dos et de pleurer à chaudes larmes. 5 jours passent, et la plupart des héros se remettent de l'incident et tentent de retrouver leur force. Lily monte sur le trône après que son père soit également mort pendant l'incident, et elle vient parler avec Q de la situation de son côté. Il s'inquiète pour Shizu qui attend toujours le retour d'Hajime avec Yu. Au moment où il dit cela, Hajime et son groupe tombent du ciel et Shizu se précipite vers lui. Elle remarque que Kaori n'est pas avec lui et s'enquiert d'elle. Hajime lui dit qu'elle arrivera d'un moment à l'autre, mais qu'elle est un peu différente de la dernière fois et que ce n'est pas sa faute. Le voyant si nerveux, Shizu commence à devenir agressive et juste à ce moment-là, Kaori tombe du ciel mais son âme est maintenant dans le corps de Moin. Elle crie à Nijun de la rattraper, mais il s'écarte et la laisse s'écraser au sol. Voyant ce visage inconnu, Ku tire son épée, mais Shizu lui dit d'arrêter car elle reconnaît sa meilleure amie.
Kawari se lève et affirme qu'elle est toujours en vie même si elle a dû changer de corps un instant. Shizu la serre immédiatement dans ses bras et fond en larmes. Après s'être calmée, elle demande une explication et Hajime et Kawari lui parlent de la magie ancienne qu'ils ont découverte dans les donjons. En utilisant la magie de manipulation d'âme, Hajime a placé l'âme de Kori dans le corps réparé de l'ange-moins. Kari dit que son corps original est également complètement intact, mais elle voulait être placée dans ce corps car il est plus fort et elle compte l'utiliser pour aider Hajime. Yu dit à tout le monde que le corps original de Koré est également stocké en toute sécurité et qu'elle peut y revenir quand elle veut. Après cela, il révèle comment le dieu de ce monde est un sadique cruel et que tout le monde ne fait que jouer le jeu qu'il leur impose. Cook devient furieux en entendant cela et demande à Hajime pourquoi il ne l'aura pas dit avant, et il lui fait simplement remarquer qu'il ne l'aurait de toute façon pas cru. Kao pense que maintenant Hajime va s'allier à eux pour combattre le dieu, mais il n'a aucune intention de le faire. Il dit au héros Wanabe que son pouvoir n'est pas de sauver le monde et lui demande de devenir plus fort s'il veut sauver le monde, même s'il n'a pas la volonté de le faire. Cette interaction avec Cal affecte l'humeur d'Hajime pour toute la journée, et il est toujours grincheux à l'heure du dîner. Shizu et le reste des camarades de classe les rejoignent également, et quand ils apprennent qu'Hajime prévoit d'aller au donjon dans la forêt où il a rencontré Shi, Lily demande à se joindre à lui car cet endroit se trouve dans l'empire voisin et Shi a des affaires là-bas. Hajime accepte à contre-cœur, puis Kao déclare qu'il le suivra également, car il ne peut pas faire confiance à Lily aux mains d'un homme qui ne veut pas sauver le monde. Il débite les habituelles inepties sur le sauvetage du monde qui gâchent l'humeur d'Hajime, et pour couronner le tout, il demande à Hajime de les laisser le suivre jusqu'au donjon, afin qu'ils puissent eux aussi mettre la main sur la magie ancienne qui les aidera à sauver ce monde. Hajime ne veut pas de bagages supplémentaires avec lui et dit qu'il leur indiquera simplement l'emplacement des donjons. Cependant, Aiko sait que le reste des étudiants n'est pas assez fort pour survivre seul dans le donjon. Shizun et les autres demandent à Hajime de leur faire une faveur et de les transporter à travers un donjon afin qu'ils puissent devenir un peu plus forts, et après avoir été pressés de toutes parts, ils décident d'accepter leur requête. Le lendemain matin, tout le monde est rassemblé aux portes de la ville et les camarades d'Hajime sont vraiment impatients de nettoyer le donjon. Un groupe d'étudiants dirigé par Aiko va rester en arrière et il souhaite bonne chance à tout le monde. Sur ce, Hajime et son groupe se dirigent vers une autre aventure.